Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo sur le grand oral de LLCE anglais, littérature anglaise, en anglais. Je fais cette vidéo qui va expliquer un peu comment le faire, ce que j'ai fait et les questions qui m'ont été posées. Euh, je la fais parce que en fait moi je n'en ai pas trouvé sur internet qui m'ont aidé et c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre certaines modalités, les structures à respecter pour ce grand oral. Et donc, je fais cette vidéo pour but qu'elle aide certains élèves en terminale qui passeraient le grand oral en littérature anglaise. Voilà. Alors, je préfère préciser, si ça n'a pas été très clair, c'est une vidéo sur le grand oral. Là, le grand oral, donc c'est l'épreuve, la dernière preuve que vous faites sur vos deux EDS. Donc, c'est l'épreuve en français avec deux jurys. Et c'est pas l'épreuve sur dossier, là où on doit présenter des documents et c'est entièrement en anglais. Voilà. Là, c'est bien sur le grand oral. Mais je vais en faire une autre sur le dossier pour aider parce que celle-ci est quand même plus compliquée à comprendre. Voilà. Alors, déjà, je pense que vous le savez, mais le grand oral, ça dure 10 minutes, ça paraît assez clair. Mais c'est vrai que c'était 5 minutes il y a quelques années, donc voilà, c'est bien 10 minutes, le grand oral. Ça s'applique uniquement sur le cycle de terminale, c'est-à-dire que en littérature anglaise, anglais, aussi c'est pas AMC, pour les gens intéressés, ce n'est pas, c'est littérature anglaise tout court, voilà, c'est pas AMC. Ça s'applique uniquement sur le cycle de terminale. En première, moi dans ma classe, on avait fait les contes de fées. Là, j'en ai l'interdiction de le faire pour mon grand oral, parce que ça fait pas partie du cycle de terminale. Donc voilà, à bien, euh, à bien regarder si c'est hors sujet ou pas, parce que ça peut être problématique. Il faut aussi que ça soit approuvé par votre professeur. Si votre question, elle est pas, bah, par exemple, elle pourrait ne pas être dans la cycle de terminale, bah, elle pourrait ne pas être approuvée par vos professeurs. Voilà. Et il faut qu'elle soit signée par vos deux professeurs et par le lycée. Il faut que vous écriviez vos problématiques. Également, sur le grand oral de LLCE, vous avez l'option de le faire en anglais. Enfin, une partie. C'est-à-dire que cette partie, vous pouvez la faire en anglais. Ça peut amener aussi à des questions en anglais si le professeur ou la professeure le veut. Moi, je l'ai pas fait parce que ça a été déconseillé par ma professeure. Elle nous a dit que même si on parlait un anglais presque parfait, ça pouvait poser un risque qu'on se trompe. Et aussi, si la professeure décide de nous parler en anglais, on pourrait peut-être être un peu perdu et faire des erreurs. Sachant qu'en fait, ça donne, en fait, c'est pas bénéfique, je sais pas quoi. En gros, ça donne pas de bénéfice parce que les autres spécialités, par exemple maths, elles n'ont pas les compétences pour en fait potentiellement faire un truc en anglais. Donc il n'y a pas d'avantage de faire une petite partie en espagnol ou en anglais, ainsi de suite. Euh, voilà. Il y a pas. Donc en fait, c'est plus un risque, mais tout dépend du professeur, comment il perçoit. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu des conseils que j'ai trouvés, que j'ai appris, ainsi de suite au cours de l'année. Donc déjà, l'LLCE, c'est pas comme les maths ou la SVT, ainsi de suite, les matières scientifiques. La littérature anglaise, c'est globalement compris par tout le monde. C'est-à-dire que si je commence à parler de mes thèmes au jury naïf, normalement, il devrait comprendre. Donc il faut être attentif à ça. C'est-à-dire que toutes les questions, elles vont être assez pertinentes. Euh, il faut s'adapter à des questions assez... Enfin, il faut s'adapter à toutes les questions, c'est-à-dire des questions un peu basiques, mais aussi des questions compliquées des deux parts des jurys. Parce que le jury peut facilement comprendre, et plus sur des termes spécifiques pour le jury, le jury de LLCE. Pardon, c'est pas très très clair. Euh, Également, pour la LLCE et pour toutes les matières, ça paraît logique pour le grand oral, mais il faut connaître son sujet par cœur. C'est-à-dire que si j'emploie un certain terme, une certaine citation, il faut que je connaisse cette citation ou terme par cœur pour pouvoir y répondre dans une question ou justement en parler dans le grand oral. Mais c'est-à-dire qu'il faut connaître bien son thème
parce que les questions qui peuvent être liées à ce thème, bah, elles vont être assez spécifiques et faut pas se tromper. Justement, si on le mentionne, il faut bien le connaître. Par exemple, moi je parle de Destiny Manifest en parlant des Indiens dans mon grand oral, et ben forcément, bah, je connais cette notion pour pouvoir y répondre dans une question, et ça a été le cas. Euh, Pour trouver votre grand oral, vous pouvez prendre l'exemple du cours. Honnêtement, c'est très utile. Euh, Par exemple, moi, j'ai fait sur les Amérindiens une petite partie. Ben, ça a été pris du cours, majoritairement. Euh, un autre petit tips, si vous avez du mal à trouver des sujets, vous pouvez aussi prendre votre sujet de dossier, c'est-à-dire que le sujet que vous avez fait en dossier, eh ben, ça peut être aussi la même problématique que vous faites sur votre grand oral, et comme ça vous limite votre tâche en fait, de recherche. Là, les deux sujets vont être hyper similaires, parce que ça va être le cas, et ça peut vous permettre euh, de limiter, enfin, de réduire vos recherches et donc connaître votre sujet à la perfection. Euh, un autre petit truc sur la rédaction, si vous commencez à rédiger votre grand oral, je vous conseille que ce soit vous qui le fasse parce que, pas que ce soit une IA ou autre chose, mais bien vous parce que ça permet plus facilement de le comprendre. Mais ça, c'est des tips un peu internationaux sur toutes les matières. Un autre petit truc sur les brouillons de LLCE. La littérature anglaise, c'est pas comme une matière scientifique où on peut prendre des brouillons et montrer des schémas. Dans celui-ci, bah, c'est un peu plus compliqué. Moi, je me suis un peu questionné au cours de l'année, c'était dès que je parle d'une œuvre, par exemple de To Kill a Mockingbird, est-ce que je dois le dire en anglais ou est-ce que je dois le dire en français? Par exemple, là, je parlais de Handmaid's Tale, bah, ma prof m'a recommandé de le dire en anglais. Et ce que j'ai pensé, ça serait en fait sur mon brouillon, bah, pour The Handmaid's Tale, j'écris le titre en anglais et en dessous, la servante écarlate. Parce que si le jury naïf n'a aucune connaissance en anglais, bah, ça lui permet de ne pas être complètement perdu et l'aider. Donc pour les brouillons, moi j'ai réfléchi, mais je pense que vous avez d'autres manières de le faire. Mais pour que ce sujet reste un peu interactif et visuel quand même, je me suis dit que j'allais rajouter ben, l'autrice ou l'auteur, le titre en français et la date de parution. Aussi, j'ai ajouté ben, une petite représentation rapide pour visualiser ben, ce qu'est The Handmaid's Tale et des petites annotations qu'on retrouve dans mon sujet. Par exemple, là, on peut parler de Rocky 4. Rocky 4, j'ai ajouté le titre, là, de ce côté, la date, le, euh, le réalisateur, le scénariste et le méchant que je parle, Ivan Drago, dans ma présentation. Donc c'est comme ça que j'ai fait, mais je pense que vous avez d'autres manières. Mais c'est vrai que la LLCE, c'est quand même plus compliqué à faire en brouillon. Cependant, je pense que c'est quand même hyper utile. Ça permet de faire un petit break et de bien comprendre, enfin que le jury comprenne bien ce qu'on dit. Par exemple, s'il n'a pas forcément bien compris une date ou une citation, ben, vous pouvez les mettre dans vos brouillons et tout de suite, ça va sembler beaucoup plus clair. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai enfin, déduit au cours de l'année et ce que j'ai fait preuve, enfin, j'espère, dans mon grand oral, si ça peut vous aider. Dernière chose, je compte insister beaucoup sur l'aspect qu'il faut en fait se référer plus à votre prof qu'à moi. Votre prof, ben, c'est enfin, c'est la spécialiste ou le spécialiste dans sa matière. Également, cette vidéo n'est peut-être plus d'actualité dès que vous la regarderez. Donc, il est important vraiment que vous référez à votre prof. Et si cette vidéo est utile, bah, vous la prenez, mais votre prof en priorité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc maintenant, je vais vous faire mon grand oral. Il était un peu long, je l'ai un peu réduit. Donc maintenant, il fait à peu près 10 minutes. Mais je vais vous le faire et ça va peut-être vous donner une idée. Également, j'essayerai de le mettre en lien en dessous, comme ça, si vous êtes vraiment flemmard, et ben, vous pouvez prendre mon grand oral, ou alors juste prendre exemple. Voilà. Je vais vous le lire.
Alors ma problématique c'était comment les œuvres littéraires ou fictionnelles anglophones nous manipulent en changeant la réalité. Je prépare mes brouillons. Voilà. Donc, je vais commencer. La réalité n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on nous raconte. Que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, les fictions et récits peuvent finir par remplacer les faits. On peut ainsi se demander comment les œuvres littéraires ou fictions anglophones manipulent et déforment la réalité pour influencer notre vision du monde. Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps comment les œuvres littéraires ou fictionnelles anglophones nous manipulent en changeant la réalité. Nous verrons ensuite comment certaines d'entre elles, par le biais de la manipulation, défendent ou dénoncent certains sujets. Et enfin, dans un troisième temps, nous réfléchirons à l'impact de ces œuvres manipulatrices sur la société et le monde. La déformation de la réalité n'est pas juste un mensonge, mais une stratégie pour modifier la perception du lecteur ou du public. Certaines œuvres ne se contentent pas de raconter une histoire, mais elles influencent la façon dont on voit le monde. Les westerns, du cinéma hollywoodien qui connaît son âge d'or dans les années 1930 à 1950, véhiculent une vision faussée des peuples autochtones. Le cinéaste qui domine à cette époque glorieuse, c'est John Ford, avec notamment She Wore a Yellow Ribbon. L'Indien est une véritable figure du western. Son archétype est stigmatisant et permet de le reconnaître entre tous, alors qu'il existe de nombreuses et diverses tribus aux États-Unis. Il est appelé peau rouge, une discrimination par la couleur dans tout ce qu'elle a de réducteur. La vision de lui qui est donnée est une image violente et très animale et surtout agressive. Le rôle de victime et agresseur sont inversés et prouvent au public que les Indiens d'Amérique, présentés comme des sauvages dangereux, sont les responsables de toutes les atrocités et par conséquent il faut les repousser vers l'ouest, d'où l'idée de destinée manifeste. Petite pause sur ça, je vais continuer après. Mais ça, c'était mon brouillon. Donc là, j'ai à peu près écrit la période des films. Voilà, les westerns, juste pour un petit titre. Le réalisateur, le titre en anglais et le titre en français. Et juste une petite image visuelle pour comprendre qu'on parle bien des Indiens. Et ça permet de captiver, je pense, l'auditoire. Voilà. Donc ça, c'était pour ma première partie, ma première sous-partie de première partie. Pardon, en fait, c'est pas fini. Sa réalité humaine est niée. Les Indiens n'ont que des prénoms, ce qui est aussi une façon de marquer leur infériorité. L'activité de catégorisation est bien une activité de réduction, et elle les généralise. Maintenant, je vais passer à ma deuxième sous-partie de première partie. D'autre part, après la Seconde Guerre mondiale, alors en pleine guerre froide, les Américains intensifient leur propagande et leur manipulation à travers le cinéma, notamment avec la science-fiction, l'espionnage, le fantastique ou bien les films de guerre. La lutte anticommuniste s'amplifie. Ah, c'est pas du tout ça. Bon. Désolé. La lutte anticommuniste s'amplifie. Dans Rocky IV de Sylvester Stallone, juste ici, en 1985, la propagande est importante, car l'adversaire, en l'occurrence l'URSS, est toujours décrit de manière négative. Les Russes ont incarné des méchants parfaits, symbolisant la ruse, la manipulation. Rocky est opposé au boxeur russe Ivan Drago, d'une froideur épouvantable comparé à un robot. Au fond, la Russie sert d'un punching ball d'exutoire. Par ces deux exemples, nous pouvons voir que la fiction ne reflète pas la réalité, mais la construit, en créant des exemples concrets, des images durables que nous finissons par intégrer comme étant la réalité. La fiction peut créer une réalité faussée pour influencer notre vision du monde et l'opinion. Donc ça, c'est le tout pour ma première partie, qui était sur des œuvres assez manipulatrices qui créent en fait des idées et des propagandes un peu négatives. Voilà. Je vais passer à ma seconde partie. Je trouve mes brouillons. Nous allons maintenant voir que certaines œuvres ne manipulent pas pour tromper, mais pour dénoncer ou nous faire réfléchir. Dans le roman 1984 de George Orwell, publié en 1949, Orwell fait une critique de la société poussée à l'extrême. Cet ouvrage est sans doute l'une des dystopies les plus puissantes du XXe siècle.
Là, par exemple, je parle de dystopie, c'est à part. Mais dystopie, ça serait un des termes qu'il faut savoir à la perfection parce que ça peut être quelque chose qui peut être demandé. Enfin, c'est presque garanti d'être demandé. Un puissant du XXe siècle. Influencé par son engagement politique de l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, Orwell imagine une société divisée. euh, pardon, désolé. Dans son engagement politique, dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, Orwell imagine une société contrôlée par un pouvoir totalitaire inspiré du nazisme Big Brother. Cette dictature froide et stylisée permet à tous de se projeter dans un possible futur où toute action déviante est punie et où la liberté de penser n'existe plus. En décrivant une société où le pouvoir contrôle la mémoire, Orwell exagère la réalité pour mettre en lumière les dérives de l'autoritarisme. C'est une dystopie politique qui dénonce les dangers de la propagande, de la surveillance et de la falsification du réel. Nous pouvons ainsi parler du roman The Handmaid's Tale, publié en 1985 euh, par Margaret Atwood. Il décrit un futur dystopique proche où la religion domine la politique dans un régime totalitaire et où les personnes sont catégorisées et ont des rôles très spécifiques, et les femmes sont dévalorisées jusqu'à l'asservissement. Le roman est encore décrit comme l'une des dystopies les plus puissantes du XXe siècle. Euh, L'une des critiques sociales reflétant les dangers des groupes fondamentalistes américains et du fanatisme religieux. L'autrice accentue ses récits et écrits pour nous alerter et nous mettre ainsi en garde face à un recul des droits humains, plus particulièrement celui des femmes et des minorités. Certains auteurs se servent aussi de la littérature pour dénoncer les mensonges, sans déformer la réalité, comme dans To Kill a Mockingbird de Harper Lee, publié en 1960. L'autrice plonge le lecteur dans son passé, l'Amérique des années 1930, marquée par une ségrégation raciale profonde. Harper Lee y dépeint une société divisée où les préjugés et les inégalités façonnent les destins. Elle nous permet ainsi de comprendre les dynamiques sociales de l'époque et leur résonance aujourd'hui. Harper Lee dénonce l'injustice et l'hypocrisie d'un système qui condamne les innocents. Elle dénonce également les mécanismes de l'oppression et l'absurdité du racisme. Le roman aborde sans détour la question du racisme. Harper Lee expose les mécanismes de l'injustice et les conséquences de l'intolérance. Une critique sociale puissante qui reste d'une actualité brûlante. La déformation du réel peut être un outil pour dénoncer, mais certaines œuvres choisissent de montrer la vérité directement. On peut par conséquent influencer la vision du monde et l'attitude des gens au quotidien. Donc ça c'est le tout pour ma deuxième partie, où là j'ai mis 3 exemples au lieu de 2 dans la première. Et c'était plus un peu il y avait thèse, antithèse, et là on fait plus une synthèse, on pourrait dire ça comme ça. Nous allons maintenant nous intéresser à l'impact de ces œuvres sur notre vision du monde. Elle influence notre manière de penser, mais pas de la même façon. Les œuvres manipulatrices comme les westerns ou Rocky IV influencent notre opinion en créant des stéréotypes. Comme avec la peur rouge des années 50, l'accumulation des œuvres anticommunistes influence la population et nous-mêmes, ne nous laissant pas la possibilité d'avoir une opinion personnelle. Je fais une petite pause à partir encore une fois. Par exemple, là je parle de la peur rouge des années 50. C'est pas forcément quelque chose qu'on traite en littérature anglaise, mais plus en histoire potentiellement. Ça, je l'ai mis potentiellement pour en fait, on me pose une question dessus et que je puisse y répondre. Donc, encore une fois, il faut bien connaître son sujet pour pouvoir en fait bounce back et genre réussir à bien répondre à la question. Voilà. Je continue. La manière dont la haine contre les soviétiques est présentée nous laisse croire à une normalité. Nous agissons donc de la même façon par mimétisme, et cela est également le cas des Amérindiens. Tout le monde n'ayant pas connaissance des faits historiques qui se passaient à cette époque, des œuvres biaisées comme She Wore Yellow Ribbon ou To Kill a Mockingbird, comme She Wore Yellow Ribbon, pouvaient facilement être crues. Cependant, avec le temps, les faits sont revenus à une réalité, et pour une majorité, l'opinion sur les Indiens ou les Russes a évolué, ce qui nous permet de voir ces films comme typiques de leur époque. Les œuvres engagées comme 1984 ou To Kill a Mockingbird, quant à elles, nous permettent une prise de conscience et une réflexion critique. Celle-ci ajoute une touche de révolte sur des thèmes cachés au grand public. Leur impact n'est pas forcément immédiat, car elles peuvent dans un premier temps passer pour de la provocation. Cette provocation n'est plus vraie aujourd'hui, car la société a évolué et ces œuvres servent à prévenir des dangers potentiels, comme la ségrégation par exemple.
Mais une œuvre n'a pas forcément besoin d'être manipulatrice pour avoir un impact. Elle peut être inspirante, transmettre des valeurs, nous amener à une réflexion personnelle, comme dans le film Dead Poets Society, sorti en 1989 de Tom Schulman, qui amène une réflexion sur l'importance de saisir l'instant présent, incarné par la célèbre expression latine Carpe diem, cueillir le jour, seize the day. Cette philosophie encourage les étudiants à dépasser les attentes parentales et sociales pour poursuivre leur véritable passion. Pour conclure, nous pouvons dire que la littérature est une expression de soi, qu'elle soit manipulatrice ou pas. C'est à chacun d'entre nous de réfléchir sur ce que nous lisons, sur les fictions que nous regardons, et nous devons user de notre libre arbitre et de nous montrer critiques. Voilà. C'est à peu près tout sur... Enfin, c'est tout sur mon grand oral. J'ai un peu bégayé, je suis désolé. Je vais mettre en lien, et peut-être qu'avec les sous-titres, ça serait un peu plus clair. Mais ça, c'est mon grand oral. En total, j'ai mis 6 exemples. Les Indiens, Rocky IV, 1984, The Handmaid's Tale, To Kill a Mockingbird, et à la toute fin, Dead Poets Society, donc 6 exemples. Il faut pas, en fait, penser que le dossier, c'est la même chose que le grand oral. On fait pas une description vraiment complète du document en soi, mais en fait, on use en fait des exemples pour répondre à notre question. Donc, ma question, c'était sur les œuvres manipulatrices, un peu sur notre vision du monde. Donc j'ai utilisé de certains exemples pour parler de certaines choses. Maintenant, je vais un peu parler des questions qui m'ont été posées. Euh, donc, je suis arrivé. Je vous fais un peu un débrief de mon grand oral. Deux professeurs. Euh, Gentille, elle m'accueille. Euh, Ce qui se passe, c'est que elle vous, une d'entre elles, elle va vous guider dans une salle à part où tout le monde fait ses brouillons et pendant ces 20 minutes ou un peu plus si vous avez un tiers-temps, vous allez faire vos brouillons, faire un plan. Moi personnellement, le plan, ça me perd. En fait, j'ai du mal avec les plans. Euh, je vais tendance à le regarder et en fait, justement, ça va me confondre et je vais bégayer. Alors, je préfère l'apprendre par cœur et faire un truc normal. Mais j'utiliserai ce temps, en fait, moi, pour faire un brouillon correct, qui soit lisible, assez gros. Et c'est pas grave si vous utilisez, je sais pas, 10 pages ou plus. Si c'est clair pour le jury, c'est ce qui compte. Et il faut pas avoir honte de demander, ah ouais, je peux avoir 20 pages s'il vous plaît. Faites-le honnêtement. Euh, ça ça fait une bonne impression pour moi, je pense. J'ose imaginer. Les questions qui m'ont été posées, déjà, ça a été sur tous les termes qui ont été dites, par exemple dystopie, euh, la destinée manifeste des Amérindiens, euh, également sur la peur rouge un peu. En fait, la peur rouge, on va pas forcément parler, mais euh, ben, s- j'ai pu un peu en parler pour qu'ils me posent des questions dessus. Euh, mais il est important de savoir tout ce qu'on dit. Il y a eu des questions qui m'ont été posées sur la guerre froide, par exemple sur est-ce que vous connaissez d'autres films ou œuvres qui ont utilisé la propagande anticommuniste? Donc là, j'ai répondu d'autres films que je connaissais comme James Bond, biaisé de Russie ou d'autres thèmes. Donc c'est important quand même de connaître d'autres œuvres. Ça, honnêtement, je vous recommande de faire des recherches, pas juste sur votre sujet, mais sur d'autres œuvres. Par exemple, à un moment donné, elle m'a demandé est-ce que vous connaissez d'autres aussi œuvres qui n'étaient pas du cinéma, qui faisaient preuve d'anticommunisme? Et donc je lui ai répondu que j'en avais pas vraiment. Et elle m'a dit dans les comics, et là tout d'un coup ça m'est revenu, il y avait des œuvres anticommunistes, surtout sur les comics Marvel avec Captain America, où on le voit brandir des monstres qui sont symbolisés comme étant soviétiques. Donc voilà, il est très important en fait de pas juste connaître son sujet, mais plein d'autres œuvres qui existent. Voilà. Euh, sur les questions, normalement ils vont essayer de tout traiter, les profs. Euh, donc il faut pas qu'une de vos parties soit un peu moins bien que l'autre. Il faut quand même essayer que toutes les parties soient euh, euh,
enfin qu'elles aient leur identité elles-mêmes, euh, et qu'elles soient tout aussi importantes. Voilà, c'est ça que je peux vous recommander. En termes de questions, bah, par exemple sur les Indiens, ils m'ont demandé euh, est-ce que vous savez maintenant sur les réserves comment ça marche? Donc là j'ai pu un peu expliquer comment il restait très peu de réserves, très peu d'Amérindiens. Ils m'ont posé un peu des questions sur ça. Euh, Ils m'ont posé des questions sur beaucoup les trucs soviétiques. Ils m'ont posé aussi des questions, par exemple, sur 1984. Ils m'ont dit, est-ce que vous connaissez d'autres livres du même auteur, George Orwell? Donc là, j'ai répondu Animal Farm. Euh, et qu'est-ce que... Ah oui, et après, à la toute fin, ils m'ont posé des questions un peu plus personnelles, pas forcément sur des connaissances de sujet. Ils m'ont demandé si vous deviez recommander une des œuvres que vous avez présentées, laquelle ça serait. Donc là, j'ai répondu moi 1980, non pas 1984. Au conseil, j'ai déconseillé 1984 parce que moi j'avais trouvé ça un peu malaisant. Euh, j'ai conseillé Dead Poets Society et To Kill a Mockingbird. Et donc là, il faut tout le temps argumenter dans la question. Euh, un petit truc qui peut être intéressant, c'est à chaque fois qu'il vous pose une question, vous vous essayez de répondre à la question au plus que possible en utilisant des exemples que vous avez pu déjà utiliser dans votre grand oral. Et ça va être intéressant de aussi euh, faire une petite aparté sur un autre sujet en répondant avec d'autres trucs. Et c'est une technique, bon, faut être très fort honnêtement. Mais en gros, par exemple, si on pose une question sur la guerre froide, ben moi j'ai parlé de la peur rouge et j'avais des connaissances sur Ronald Reagan. Donc là, j'ai parlé de Ronald Reagan et la question d'après c'était bah, qu'est-ce que Ronald Reagan a fait? Et malheureusement, je connaissais pas assez le sujet et j'ai pas pu répondre. Mais, euh, mais voilà, en fait, les questions, ça peut être aussi une porte d'accès pour en fait dévier sur d'autres sujets que vous savez. Euh, voilà, ça peut être un petit tips, mais faut être doué quand même. Donc voilà. Je dis beaucoup, voilà, désolé. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose. Je pense que sur les deux oraux en littérature anglaise, c'est quand même celui-ci le plus simple à faire, je, je trouve. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre à lire, mais ça reste quand même compliqué. Euh, je vous souhaite bonne chance. Si vous voulez prendre mon sujet, vous êtes libre de le prendre. Si vous voulez prendre comme exemple, euh, comme petit truc, bah allez-y. Honnêtement, enfin, cette vidéo elle est là pour aider, si ça peut aider. Mais voilà. Et dernier petit truc, référez-vous à votre professeur et pas moi, parce que je suis pas l'exemple le plus concret qui existe sur Internet, et peut-être que les réformes ont changé depuis, donc voilà. Je vais arrêter. La vidéo est un peu longue quand même déjà, mais bonne chance à vous tous. On est le 3 juillet 2026, ma note n'a pas encore été publiée. Je mettrai dans les commentaires un retour sur euh, bref, ma note, puisque ce qui a été dit. Mais j'espère au moins avoir 15. Et on espère. Oui, donc 3 juillet 2026 et bonne chance à tous. Voilà.